Et alors, c'est mieux là? C'est bon? Ouais, la souris, je ne sais pas où elle est. Mais... Tu veux essayer l'autre interface? Ah, c'était déjà branché là avant, non? Bah oui, ça a marché jusqu'à présent. Bon, ça permet... Ah, ok. On le WAC. C'est important quand il y a du soleil. C'est bon? Ah d'accord. Ouais. Bon. Donc nous allons pouvoir continuer. Les problèmes techniques sont en cours de résolution. Et donc Lassina va pouvoir faire sa présentation dans quelques secondes. Ça ne passe pas, hein? Attends, il faut qu'il aille jusque derrière. Ok. Voilà. Merci. C'est bon, voilà. Okay. Lassina, c'est à toi. Ok. Bonsoir tout le monde. Ok. Comme c'est que moi c'est Lassina Sanou. Je suis forestier de formation. Je suis allé à la retraite tout de suite. Hein. Donc j'ai passé environ 40 années de service dans l'administration forestière de Burkina Faso. Donc maintenant je suis libre de faire mes activités privées. Lorsque Marc m'a dit à Bobo Dioulasso que je devrais présenter quelque chose sur les bois sacrés de l'ouest du Burkina, j'ai tout dit que, ouf, bois sacré, ça, c'est un sujet très complexe. Parce que le sacré, il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc, ce que nous allons présenter ici, ce sont nos travaux de recherche de thèse et de doctorat sur ce que nous avons appelé les sanctuaires boisés des savanes de Bondocuy. Alors, nous allons d'abord présenter dans quel contexte les bois sacrés ont eu un regain d'intérêt dans le monde scientifique. Et ensuite, nous allons voir comment ces objets sacrés-là ont été abordés par divers scientifiques, que ce soit les écologistes, les botanistes et les ethnologues. Ensuite, nous allons voir aussi leur répartition spatiale et leur localisation au sein même de leur culturel bois de Bondocuy. Ensuite, nous allons aborder leur origine, comment ces objets qui sont d'une construction sociale et qui abritent aussi des objets biologiques. Alors, nous allons voir aussi leurs fonctions et voir quelle serait leur contribution dans la préservation de la diversité biologique du Burkina Faso, de façon générale et de la partie ouest du pays. Vous êtes tous d'accord avec moi que les pratiques modernes ont montré leurs limites dans la préservation de la diversité biologique dans l'ensemble des continents.
que ce soit en matière de conservation, même quand vous prenez les aires protégées telles que les réserves de faune des chasses, les forêts classées, ils ont montré des limites. Et la plupart d'entre eux même sont menacés de disparition. Alors, les bois sacrés ont été considérés comme une image de lieu endogène qui préserve la diversité biologique du pays et qui contribue à la conservation des plantes. Donc, de nombreuses littératures abondent sur ces espèces sacrées, ces espaces sacrés dans le pays. Et que les sociétés traditionnelles à travers le monde ont également en Afrique, et également en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Plusieurs chercheurs, dès les années 726, 910 et 1933, Auguste Chevalier avait déjà signalé qu'il existait dans les aires culturelles d'Afrique noire à l'époque des espaces qui sont sacrés dans des aires culturelles de la société noire, dédiées à la conservation des espèces et aux pratiques rituelles des communautés. Donc, au Burkina Faso, la première approche écologique, on se doit au professeur Ginko Sita, qui, depuis 1984, avait signalé dans le cadre de ses travaux de thèse qu'il existait des espaces dans les communautés qu'il a appelées les bois sacrés, ou certains d'autres les forêts sacrées, dans les terroirs villageois du Burkina, et qu'il a dénommé une cinquantaine de bosquets qui ont été signalés. Et l'institution même des bois sacrés, ou d'autres appelés forêts sacrées, ça dépend, dans les stratégies de conservation modernes ont été reconnues comme un moyen endogène de préservation de la diversité biologique. Alors, nos travaux se sont déroulés dans une aire culturelle, et le département de Bondoku, qui est un territoire à zone côtière et savanicole. Et Bondoku est situé sur l'axe, la partie ouest du Burkina, sur l'axe Bobo-Dioulasso-Dédougou. Et il comprend 26 villages. Le département avec environ 1100 km², la superficie du pays. Le paysage est composé de deux grands ensembles géomorphologiques, les plateaux et puis les bas glaciers. Ce qu'on appelle Bavoumou. Au niveau du bas glacier, c'est là-bas qu'ils font beaucoup la culture du maïs. C'est proche au fleuve Oumouhoun. Ensuite, pour ce qui concerne le contexte, la végétation, il est situé dans la limite nord de la forêt indifférenciée soudanienne à Isobernière d'Oka et au sud, la forêt différenciée d'Isobernière d'Oka dans ce qu'on appelle les îlots de forêt claire à Isobernière d'Oka. Lorsque vous croisez cette limite, c'est cette limite qui fait la différence entre le secteur nord-soudanien et le secteur sud-soudanien, qui correspond à la partie ouest du pays, qui est beaucoup plus boisée et beaucoup plus arrosée en termes de pluviosité par rapport aux autres secteurs septentrionaux, la partie nord du pays, la zone sahélienne. Alors, ce sont des objets sociaux. Les objets sociaux qui, pour les aborder, il faut les aborder sous deux angles. Parce que les bois sacrés, ce sont des constructions sociales et qui contiennent aussi des constructions biologiques. Donc, pour arriver à comprendre leur contenu biologique, il fallait enquêter auprès des coutumiers, les responsables. Et Dr Patrice disait ici, le chef de terre, parce que c'est le chef de terre qui gère ces bois sacrés. Donc, il fallait s'entretenir avec eux
connaître, comprendre leur origine, leur typologie et leur usage, et demander leur accès pour pouvoir faire les inventaires floristes et connaître leur contenu biologique. Donc, vous voyez, ça, c'est une grotte. C'est un site sacré qui est communiqué avec un village jusqu'à 5 km. Et pendant les agressions, pour que la population puisse rentrer là-bas et puisse se cacher. Ça, c'est une mare sacrée, crocodile sacré. Donc, par rapport aux différentes approches de ces bois sacrés au niveau du Burkina Faso, et nous savons très bien que dans les savanes ouest du pays, les îlots de boisement naturels sont des lieux qui sont préservés comme divers types d'aires protégées, sont à leur quasi-totalité des lieux préservés pour des raisons sociales, des raisons religieuses. Donc ces sites naturels appelés communément bois sacrés, forêts sacrées pour d'autres, même s'il s'agit parfois de savanes d'un point de vue écologique, s'inscrivent dans l'histoire des sociétés et participent à la vie rituelle et font l'objet de protection. Alors, les gens se sont posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un bois sacré? Certains généralement appellent, c'est des lieux de cérémonie et rites religieux ou d'initiation. D'autres disent c'est des zones, des lieux où résident les esprits ou les dieux de la forêt, de l'eau, de la colline et de la grotte, comme ce que vous voyez ici. C'est des esprits qui y résident, que les communautés ont découvertes au niveau de ces trucs. Les populations, ils sont très attachés à cause des croyances ancestrales et religieuses transmises de génération en génération. Au Burkina Faso, la notion en tant que telle de bois sacré a été étudiée depuis longtemps et par divers spécialistes, comme les botanistes, les écologues et les ethnologues. Certains ont considéré les bois sacrés comme à l'image des lieux de conservation endogènes. Au Burkina, le professeur Ginko a fait le premier pas pour ce qui concerne l'approche écologique en 1985. Il avait par ailleurs signalé ces types particuliers de végétation, dont c'est dans ses travaux de thèse sur la végétation et la flore du Burkina Faso en 1984. Cet écologue botaniste a considéré les bois sacrés comme des reliques de forêts originelles disparues ailleurs. Effectivement, c'est vrai. Quand vous voyez ce peuplement d'Anozosus leucarpa, qui représente les restes des reliques de forêts sèches à Anozosus leucarpa, qui témoignent qu'il, dans les temps jadis, il existait ce type de forêt dans la zone, qui contribue à la préservation d'une diversité que nous qualifierons de spécifique, qui ne peut être ailleurs. Maintenant, il y a des ethnologues comme Dugas, qui à l'ILD, a fait une approche ethnologique. Et il disait que ces bois étaient protégés à cause des cérémonies rituelles auxquelles les populations sont fortement attachées. Ensuite, l'écologue Fournier rappelle qu'au niveau de Bondoki, chez les bois, la présence de la végétation n'est pas incluse dans la définition de la plupart des bois sacrés. Effectivement, c'est vrai. Sanou, 2013, ma personne, confirme l'hypothèse de Fournier et identifier deux types de sites sacrés. Sites sacrés sans couvert végétal ligneux et
site sacré avec couvert végétal lumineux. Des hypothèses. En 2003, Warba s'intéresse à l'importance des bois sacrés. 2007, Traoré voit les ressources forestières qu'abritent les bois sacrés. Liveski et Fournier et Nian se concentrent au contenu botanique des bois sacrés. Kaboré, les relations entre les communautés Mossi et les bois sacrés face au contexte du changement climatique. Comment les communautés Mossi s'adaptent aux traditions par rapport au changement climatique. En 2011, Fournier parle encore de leurs conséquences sur la conservation de la végétation dans l'aire culturelle bois, dans l'ouest du Burkina. Sanou compare leur contenu floristique avec des sites non sacrés et tire une conclusion que alors ces objets-là hébergent une flore rare et menacée. Sabadoro 2013 s'intéresse à la dimension spirituelle de ces bois et leur mode de gestion des ressources naturelles. Alors, on s'est posé une question. Pourquoi tant d'intérêt pour la conservation? Les bois, forêts sacrées, sont donc respectés. Alors, ils hébergent un réservoir de biodiversité. Ils ont été mis en place depuis longtemps, très longtemps. Ils sont craints et respectés. Jamais ou peu perturber les reliques de forêt originales, climatiques. C'est ça que nous devrons chercher à savoir. Alors, Sabadoro a fait un recensement général des bois sacrés au niveau du Burkina Faso qu'il a retrouvé environ 1206 bosquets sacrés. Dans le seul département de Bonokui, nous avons recensé 191 bosquets sacrés, ce qui représente 15,87% des bois sacrés répertoriés dans l'ensemble du pays. Alors, ce recensement nous a permis d'essayer de localiser les bois sacrés au niveau du département de Bonokui. Nous avons vu que la majorité des bois sacrés sont concentrés autour des villages. Quand nous allons arriver, vous allez voir pourquoi la majorité des bois sont concentrés autour des villages. Bien sûr, les gens cherchent à se protéger, il faut être à côté de l'ange gardien. Donc, mais la majorité aussi des bois aussi avaient de petites tailles, des petits morceaux de bois. Et pour trouver les bois les plus grands, il faut aller en brousse. Et en fonction par rapport à leur superficie, vous voyez, il y a 71% des bois étaient localisés des lieux actuellement habités. Et ce qui suit, c'est les lieux autrefois habités. Vous allez voir, il y a des bois sacrés qui trouvent leur origine dans des lieux autrefois habités, qui ont quitté, dont la population a quitté à cause des guerres tribales. Ils ont abandonné les villages à cause des guerres tribales. Parce que les Bois-Bas se montraient, qui est le plus fort à la conquête des villages. Donc, et les bois de plus de 5 hectares étaient situés dans la nature, en brousse. Alors, arrivons maintenant à l'origine. Nous nous sommes rendus compte que les noms des bois sacrés, forêts sacrées, sont très variés. Que les récits que l'on fait de leur origine, quand il est encore connu, souvent ce n'est pas connu.
la dénomination des bois sacrés sont liées à des croyances et à des récits concernant la manière dont le site s'est révélé aux habitations, aux habitants, comme le bois d'eau. Le bois d'eau s'est révélé aux habitations. Chez les Bois-Bas, certains sanctuaires boisés trouvent leur origine et leur nom dans la résistance des habitants aux agressions, aux guerres et aux batailles. Par exemple, la révolte des Bois de 1914 à 1917, plusieurs sites sacrés, bosquets sacrés ont été mis en place à cette époque. Il fallait trouver des coins de refuge pour être épargnés des agresseurs. Une fois qu'on a épargné, ce site est désormais sacré parce que ce site a protégé le village. Et je disais tout à l'heure, les anciens villages abandonnés à la suite de durs combats entre deux villages voisins. Kobaboueza, c'est en Bois-Mou. Kobaboueza, c'est un village abandonné dû à des luttes inter-villages. Donc, le village déplacé, il retourne toujours pour des rituels coutumiers à la mémoire de leurs ancêtres. Il y a la force surnaturelle dans les conflits. Donc, les sites abandonnés, c'est ça, Kobaboueza, Diokuja, Tunamboueza, des lieux ayant servi dans le passé aux rituels de guerre ou des champs de bataille. Si vous voyez ici, ça c'est une mare. Une mare qui s'est asséchée où il y a eu des champs de bataille durs, ensanglantés. Et la mare est toujours restée et c'est devenu un site sacré. Toujours, il y a des sites qu'on appelle Frouba, où les guerriers partaient se préparer. Se préparer, vous voyez ici, et le lieu sacrificiel, c'est un Daniela Oliveri. En fait, c'est l'arbre sacré. Daniela Oliveri, l'arbre sacré. C'est le lieu sacrificiel, la tête. À cause de ses pieds, il y a environ 5 hectares qui sont préservés dans la zone. Ensuite, il y a des sites aussi, comme on voit ici, Vahan, Kandoubaboué. Ces sites-là, au retour des combats, l'ennemi, on coupe, si on tue un ennemi, on coupe la tête avec tout ce que l'ennemi a, on vient jeter ici. Les têtes, les objets retirés de l'ennemi. Et c'est resté. Ensuite, vous avez les sites qui sont liés à la fondation et à l'identité des villages, qui constituent comme un grand support pour les villages, l'apparition de dos. Le dos est un grand support pour le village. Le cani, c'est toujours un creux dans un arbre ou bien un trou, une grotte sur une colline, lieu de refuge, qui peut être aussi lieu de procréation. Il y a le lot-bois. Le bois est toujours un site sacré boisé. Village gardé. C'est-à-dire que c'est lieu de refuge. Pendant les guerres tribales ou bien les guerres entre les colonisateurs, les gens allaient se réfugier là-bas pour échapper. Après, le site est resté boisé et les gens retournent toujours pour adorer. Vous avez les Nayaba. Naya, c'est des êtres invisibles, cohabités, les esprits, les génies invisibles qui aident les gens à cultiver. Vous voyez le monsieur qui est ici, ça, avec Amorphophallus aphyllus,
qu'il tient dans son bois, ça fait 15 hectares. Il dit qu'il y a des génies qui, au moment de la culture, les génies viennent l'aider à cultiver, mais il ne les voit pas. Il cultive, du coup, le champ est fini. Il ne les voit pas. Donc, et ces génies-là quittent de cette forêt-là pour aller l'aider. Le Nilé est lié à la terre. C'est lié à la terre. Mon grand frère Dombier est là, il peut me corriger si j'ai menti. C'est lié à la terre, à l'agriculture. Oui. Ça, c'est vous voyez le bois là, qui est réellement le support du village. Et ici, vous avez un fromager à fleurs blanches, le Ceiba Pantandra. Une malvacée. Et je disais canu, creux. Vous voyez, le trou. Ça, c'est le vieux de Dampan. Il est décédé, mon ami. Il y a le trou. Et la grotte de Kari. Et il y a aussi d'autres sites qui trouvent leur origine dans des faits légendaires. Des faits légendaires. Le Djoho, c'est un chasseur qui est allé chasser dans une forêt-galerie. Il était fatigué, il s'est couché, il se réveille, il trouve une bague en fer dans sa main, dans son doigt plutôt. Et ce site-là héberge une espèce végétale menacée qui est sur la route de l'UICN, Anthostema senegalensis, une forbiacée, menacée de disparition, très rare au Burkina. Donc, ce site-là, c'est un site sacré dédié à la chasse. Lorsque la population veut organiser ce qu'on appelle la chasse coutumière, il faut aller faire des sacrifices là-bas. C'est une forêt-galerie, il y a un cours d'eau qui est entouré de la forêt-galerie. Et encore, fait légendaire, ça c'est à Bonokui, le Waré. Et selon ce qu'ils disent, le grand frère est là, il va me corriger, on dit le Waré, c'est symbolisé par... Ici, il y a des traces, hein, vous voyez, il y a des traces. C'est-à-dire que l'ancêtre de cette famille-là, Kazawa, a apparu, leur ancêtre a apparu miraculeusement comme ça sur les lieux. Et les gens l'ont vu, ils étaient en train de jouer au Waré. C'est sur une granite. Et il y a les traces de Waré. Les trous de Waré là. Granite. Les trous de Waré. Donc c'est la famille Kazawa. Donc, et on disait ici, il y a des sites sacrés qui portent de noms d'espèces végétales. Et esprit protecteur des villages, des quartiers, des familles et des individus. Et vous aviez ici le Pemou, Kaya senegalensis, Pemou. Le site sacré, c'est l'arbre là. À cause du Pemou, vous avez tout autour une forêt dans nos justices Locarpa, préservée. Pemou. Ici, c'est le Hohum. Hohum, c'est le Abzélé africana. Hohum. Abzélé africana. Et vous avez, ça, c'est entouré par une liane, Sava senegalensis, et l'arbre est au milieu. Et dans le creux de l'arbre, il y a un serpent bois sacré. Et le Coco-hum. Coco-hum, c'est Daniela. Coco-hum, Daniela africana. Ouais. Support qui se trouve là-bas. Vous voyez, les sites sont flanqués au milieu des parcelles agricoles, préservées. Et nous avons aussi constaté que les bosquets sacrés avaient deux origines, double origine. Au départ, il y a une invasion. C'est-à-dire qu'il y a un arbre sacré qui est au milieu. Comme vous voyez ici, un néré. Le néré est sacré. Invasion de Nîmes, Ajajalata indica. Ça, c'est le bouille. C'est parce qu'il y a des sites sacrés qui sont dédiés à l'extraction de fer. Que les forgerons, ils font ça. Là où les anciens, on appelle les hauts fourneaux, les anciens sites d'extraction de fer. Le bouille. Et invasion, néoformation de Nîmes.
Tout autour, colonisation, mort de l'arbre central. Ça, c'est le milieu du bois. Mais tout autour, c'est Azadirachta indica. Donc, l'impact des espèces invasives sur la flore, la biodiversité locale, des bois sacrés. Donc, les usages. Nous avons vu, il y avait plusieurs usages. Les bois sacrés, liés à la vie quotidienne du pays bois. 9 entre ces bois sacrés, et 5 entre ces bois sacrés avaient le rôle de protection contre les agresseurs. Le loup-bois, le do, nilé, les domboués, protecteurs, domboués, certains canis. Ensuite, les sites dédiés au rituel de guerre. Pour aller combattre, il faut aller se fortifier là-bas d'abord, dans le bois, avant d'aller combattre. Ces sites sont toujours localisés à proximité des villages, un peu plus éloignés, pour que les gens ne voient pas. Ensuite, certains sites interviennent en cas de sécheresse. Quand vous prenez le loup-bois, d'eau collective, le vohum, certains bouées et doncro. Doncro, c'est Bombas costatum. Selon ce qu'ils disent, en cas de sécheresse, on va hacher l'arbre, il pleut. C'est-à-dire qu'il y a eu un combat, une mésentente entre les Peuls et les Boabas. Le Peul s'est fâché, il est rentré dans la forêt, il a commencé à couper les bombax là. Et du coup, il a commencé à pleuvoir pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines. Donc, depuis ce temps-là, quand il y a des poches de sécheresse, on va hacher le bombax, il pleut. Ouais. Donc, on dit merci au Peul. Donc, alors, maintenant, nous voyons, après l'origine et les spécialités, nous voyons maintenant l'accès même, les règles principales de gestion. Accès au site. Ce n'est pas n'importe qui rentre. Lorsque vous n'êtes pas site ou si vous n'êtes pas initié, vous ne rentrez pas. Ça, c'est clair. Et il y a au niveau chez les Boabas, il y a des sites où les forgerons ne rentrent pas. Ouais. Donc, les griots, les forgerons, et puis les femmes et les étrangers. Ouais. Nous, on a eu la chance, on est initiés. On a le commun, le dos. Donc, moi, j'étais déjà initié, donc, ça a facilité l'accès au niveau des sites. Parce qu'il y a des qui sont spécifiques au culte du dos d'initiation. Hein. Là, on va initier les gens, les préparer à être hommes. Ouais. Moi, j'ai fait cette initiation chez moi. Vous allez en brousse, vous faites 1 mois. On vous apprend. Il y a des secrets qu'on apprend, on vous donne des noms. Voilà. Donc, et il y a aussi la coupe. C'est interdit. Interdit de couper. Ouais. Tout cela, de mettre le feu, tout cela permet de préserver la biodiversité à l'intérieur. Ensuite, la ressource. Ressources naturelles. Ça, c'est Amorphophallus draconoides. Les ressources. Le bois de chauffe, c'est interdit de ramasser. Si ce n'est pas lorsque, pendant les rituels coutumiers, on utilise le bois pour préparer la viande à l'intérieur. C'est pour cela qu'on dit que lorsque, par exemple, les fruits, si nous prenons la récolte des fruits dans les bois, on dit que si le fruit ne doit pas aller au village. Donc, si le fruit ne doit pas aller au village, si tu pars récolter les fruits, tu ne vas pas récolter beaucoup. Et on dit que ça doit être mangé sur place. Donc, tu vas récolter le peu que tu peux manger et tu laisses les restes. Et c'est ça qui fait qu'il y a la régénération dans les bois sacrés des citoyens. Donc, même pour casser les branches, on dit le fer ne rentre pas. Non, le fer ne rentre pas. Il faut... Ouais. Donc, vous voyez la régénération des qualités, les rejets dans les bois sacrés, du fait qu'on mange sur place, on laisse là-bas. Et ça contribue à la régénération, la cueillette des fruits sauvages.
Ouais, c'est les Gymenia. Ouais, c'est ça. Il y a toujours, quand on prend des interdits pour certains noms de plantes, noms d'espèces végétales, qui symbolisent la force naturelle du site. Donc, c'est interdit de le couper. Voilà, toute forme de prélèvement interdit. Mais c'est dans le bois seulement que l'espèce est sacrée. Lorsque vous quittez dans le site sacré, l'espèce n'est plus sacrée. Voilà. Alors, les espèces végétales sacrées. Nous avons, dans le cadre de notre recherche, on a dénombré un certain nombre d'espèces végétales sacrées. Quand vous prenez les baobabs, ce qui est appelé kimu. Kimu, les baobabs. Il y a le Seba Pantandra. C'est le kimu, ça c'est le baobab ici. Ça c'est le Seba Pantandra qui est là. Ouais. Le Abzela africana, il est ici. Abzela est là. La plante est là. Elle est là. Et il y a le Anozosus kimini. Voilà, le Bombas constatum donkoro. Et les donkoro étaient dans un site où, le site là où les gens, c'est un site de guerriers. Lorsque ces gens-là partent pour faire la guerre, pour combattre, et partent se fortifier au niveau des sites, si ça chauffe, ils se transforment en des souches de bois. Des souches, comme ça. Et il y a un autre site, ça c'est les abeilles qu'ils envoient. On envoie les abeilles. Voilà. Donc, vous voyez, toutes ces espèces-là, ça permet de les préserver. Et avec la dispersion, parce que la plupart de ces espèces ont une dispersion anomogame, c'est-à-dire que par le vent. Et il y a aussi la zoochorie, parce que les animaux qui rentrent à l'intérieur, qui consomment et qui dispersent. Vous avez l'ornithochore, les oiseaux aussi, contribuent aussi. Donc ça permet, à partir de ces bosquets-là qui contiennent ces espèces-là, de disperser l'espèce dans la nature, ce qui permet de préserver. Donc, comme ce que j'ai annoncé dès le début, c'est le rôle socio-économique. En cas de sécheresse, il y a aussi les forces surnaturelles pour une bonne récolte, en débit, et enfin, début de culture, pour semer, il faut faire les rituels. Enfin aussi, il faut faire les rituels à l'intérieur de ces bosquets sacrés. Il y a la procréation pour le mariage, ouais, la santé, la cohésion sociale dans le village, les symbolismes identitaires pour les communautés villageoises. Aussi, la préservation de la ressource, le palmier raffia. Palmier raffia, Raffia sudanica, c'est un site, un bois sacré qui se trouve dans un bas-fond où la récolte des pétioles et des feuilles, c'est chaque 5 ans. Ils vont faire le sacrifice pour récolter. Au bout de 5 ans, ça se développe encore. Si la récolte, le chef qui détient la protection de ceci ne dit pas qu'on doit récolter, on ne doit pas récolter. Ce qui permet de préserver la pérennité de la ressource. Il y a le kaolin, site sacré au kaolin. Le kaolin est à Bondoki et c'est beaucoup vendu. Les gens vont enlever. Et vous voyez un serpent bois qui est ici, le python là, c'est le python protecteur du kaolin. Et quand on est allé rentrer dans le trou, on est sorti. Comme on n'est pas venu pour faire du mal, tout autour du trou, c'est boisé. On n'est pas venu pour faire du mal, il s'est présenté à nous. Et le monsieur qui s'occupe, il dit non, nous sommes les bienvenus. C'est pour cela qu'il s'est présenté à nous. Et il y a des gens, les Salvadoraux là, ils sont allés rentrer pour voler le kaolin là. Boum. Le serpent a crié et la grotte là s'est écoulée sur eux. Ouais. Donc, vous avez une source d'eau, voilà, qui entoure le bois sacré à Dora, mare de crocodile sacré. Il y a toute une forêt de 50 hectares qui entoure cette mare-là. Ils disent que pendant les guerres là, les gens allaient rentrer là-bas et les crocodiles là attrapaient les poissons, les donnaient à manger. Et de ce fait, là-bas dans le village, le crocodile est sacré. Personne,
un enfant du village, même si vous partez ailleurs, vous ne devrez pas manger la viande du crocodile. Sinon, ça va vous créer des problèmes. Ouais. Ça, c'est les rituels de guerre. Là-bas, les gens vont se préparer. Ça, c'est palmier à huile, c'est un site sacré aussi. Là-bas aussi, c'est ordonner la récolte du palmier. Donc, nous arrivons maintenant au rôle des bois sacrés en termes de conservation et de la diversité biologique. Malgré leur anthropisation, ces forêts, en tout cas, conservent une diversité biologique spéciale. Vous voyez, il y a des espèces qui sont menacées, remarquables, et menacées du Burkina Faso, et très remarquables, qui hébergent ces sites-là. Vous avez les Manicara obovata, Boswellia d'Alizeli, il y a les Boscia salsifolia, Boscia senegalensis, Angustifolia eleis celtis toca, les Fucus mucosus. Très rare, ça a été trouvé dans un bois sacré, Anthostoma et Sarcocéphalie pobongini, avec Euphorbia poissoni. Ça, c'est Euphorbia poissoni qui est en haut. Ça, c'est les Manicara obovata, qui est différent des Manicara multinervis. Ouais. OK. Donc, alors, quelle biodiversité qu'héberge ces bois sacrés qui suscitent tant d'intérêt en termes de conservation? Ça, c'est une interrogation. Voilà la diversité biologique qui se présente. Toujours, quelques espèces rares ont été retrouvées dans ces bois sacrés. Vous voyez, ces espèces rares, le Calamus duratus endémique est menacé sur la liste de Lucerne, qui se trouve dans la forêt sacrée de Lera. Voilà. Crespanthus patens. Il y a aussi le Zea angustifolia, Zylopia edoloti, Anthostema, le Kigelia, Spondiatus précis, Antiaris toxicaria. Antiaris toxicaria, c'est beaucoup dans la zone ouest du Burkina vers Bamfora. C'est ça qui représente beaucoup les bois, l'espèce qui colonie les bois sacrés de la région des Cascades. Alors, les contraintes de gestion. Donc, certains sites sont menacés. Hein? Ouais. Parce que pourquoi? Les traditions ne sont plus respectées. Dans certaines localités, les traditions ne sont plus... Parce que c'est lié à la faiblesse du pouvoir des chefs. Soit c'est des jeunes, les anciens qui étaient là ne sont plus là. Donc, les jeunes ne respectent plus. Voilà. Il y a aussi des conflits. Dans la zone de Bonoku, il y a beaucoup de conflits entre les migrants, agriculteurs, les éleveurs et les coutumiers. Ouais. Ces sites-là, le Vouhou, c'est un site, une source d'eau. L'eau sort là-bas et ça coule jusqu'au Mouhoun. C'est une zone, en 2000, avec la BDOT de 2002, c'était 25 hectares. En 2010, on a matérialisé, il reste 5 hectares. Et une source, l'eau sort et ça descend jusqu'au Mouhoun. Ouais, un cours d'eau. Donc, perspective. Pour nous, il faut recenser et cartographier tous les bois. Il faut les connaître, il faut recenser et cartographier tout. Il faut établir les plans d'aménagement et de gestion. Et il faut considérer les bois sacrés comme un patrimoine culturel et naturel. Et mettre en place des comités de gestion à l'endroit des populations. Il faut cibler certains bois, valoriser et préserver les traditions. Et il faut les références, les bois sont les références identitaires. Et les témoins et l'histoire, les traditions locales, sauvegarde la flore, croyances traditionnelles, et j'en passe, préservation des traditions. Alors, nous avons des interrogations. Quel avenir pour les sanctuaires boisés des savanes de Bondoki dans l'ouest du Burkina face aux changements sociaux et écologiques? Les sanctuaires boisés pourront-ils assurer toujours leur rôle socio-culturel et contribuer efficacement à la préservation de la diversité biologique végétale du Burkina? Et des interrogations. Je vous remercie. Merci Hassina. Y a-t-il des questions sur Internet ou dans la salle? Oui.
Merci. Merci. J'aurais voulu savoir si, à votre avis, les bois sacrés existaient avant les villages, c'est-à-dire quand les populations étaient des chasseurs-cueilleurs, les bois sacrés existaient déjà ou pas, à votre avis? Ou est-ce que les villages ont été mis en place et ensuite les bois sacrés? Et enfin, puisque à un moment, j'ai pu comprendre que certains lieux sacrés n'étaient pas forcément avec un couvert végétal, qu'est-ce qui fait vraiment le fait que ce soit un lieu sacré? Est-ce que c'est aussi tellurique, venant de la terre, de l'énergie de la terre? Merci, ok, merci. Ok, par rapport à la première question, mais bien entendu, les bois sacrés, ça vient avec les villages. Le premier fondateur du village, lorsqu'il veut aller s'asseoir dans un endroit, il va trouver toujours une forêt. Il va rentrer dans la forêt, il va demander aux esprits de la forêt, « Ah, je suis là pour m'abriter chez vous et je demande votre protection. » Il va faire des va-et-vient, il va venir s'installer. Et si il voit que le village est en train de s'agrandir, et il dit ça, ce bois-là, c'est un bois qui a permis au village de se fonder. Donc c'est ça que j'ai dit, il y a des bois sacrés qui sont liés à la fondation du village. Sans village, il n'y a pas de bois sacré. Donc, pour les sites sacrés, effectivement, comme le temps est court, je ne suis pas allé trop en profondeur. Et pour les bois bas, quand nous avons commencé nos recherches pour les bois bas, pour eux, pour leur idée, c'est site sacré. Et site sacré sans végétation, couvert végétal ligneux. Je dis couvert végétal ligneux. Parce que les sites sacrés sans couvert végétal ligneux, vous allez trouver dans un champ des morceaux de pierre ou bien un canari renversé, mais il y a un couvert végétal herbacé qui est tout autour. J'ai dit ligneux. Maintenant, les sites sacrés avec végétation ont deux types. Il y a les bosquets et les bois, et un seul arbre. La plupart des nilets, des sites sacrés liés à l'agriculture, à la terre, c'est un seul arbre qui est flanqué au milieu du champ. Ça peut être un cadité, Vitelera paradoxa, un Sclerocaria buria plumieux d'Afrique, un Sclerocaria buria qui est plumieux d'Afrique, un résinier qui est l'Anea microcarpa, généralement, un Anozosus kimini, le bouleau d'Afrique, un Anozosus. Donc, ça peut être comme ça, qui est un seul arbre, mais dans les champs et qui est sacré. Et sous cet arbre-là, vous avez un canari ou bien des pierres déposées. J'ai répondu à la question? Ok, merci. Bonjour, merci Lassina. Merci. Moi, ma question, c'est à un moment, tu as parlé qu'il y a eu l'arrivée du dos. Et si j'ai bien compris, c'est une tradition, c'est ça? Et d'où elle vient, ou quand est-ce qu'elle a été reconnue, ou réimplémentée, je ne sais pas. Mais voilà, je voudrais avoir plus d'informations. Merci. C'est ça la question. Peut-être mon grand frère va m'aider après. Le dos, j'ai dit, il y a des sites sacrés qui se sont où l'objet surnaturel là, qui ont apparu comme ça. Le dos est venu sous forme de masque. Le dos s'est présenté sous forme de masque. Comme ça. C'est présenté quoi? Sous forme de masque. Et depuis lors, là, c'est comme ça. Même dans le dos, il y a des masques, il y a des dos d'initiation, il y a des dos de masques, tout ça, ainsi de suite. Voilà. C'est comme ça. Ça s'est présenté comme ça.
C'est à Paris. Le Coran est là, peut-être il va ajouter après quand il va demander pour pouvoir compléter ou pas. OK. Merci, là. Une autre question? Pardon. Bonjour, merci pour l'intervention. Moi, j'avais une question par rapport à la politique de gestion face à la disparition de certains de ces espaces sacrés. Je suppose que, visiblement, quand les communautés restent fortes et attachées au bois, elles perdurent de façon plus facile. Mais ensuite, ceux qui sont oubliés, ceux qui sont menacés, est-ce qu'il y a des interventions possibles de l'administration publique, des communautés locales politiques, et est-ce qu'il y a eu des modèles déjà mis en place pour organiser cette protection de ces espaces? OK. Merci beaucoup. Effectivement, c'est vrai. Et tout dernièrement, parce que les bois sacrés sont reconnus par le Code forestier comme des espaces communautaires de conservation. Donc, on peut, avec l'appui des communautés, c'est-à-dire qu'il faut que ça vienne des communautés. Il faut qu'il y ait une volonté, une participation des communautés, et même décider de classer, matérialiser, matriculer et classer un bois sacré. C'est-à-dire que les communautés décident d'établir une charte locale de gestion. J'ai participé à faire cela dans le sud-ouest du Burkina. Et avec les maires, il y a un projet Trihead, une ONG Trihead au Burkina qui a aidé et ces municipalités-là, avec ces communautés-là, ces organisations communautaires, surtout ici il s'agit des bosquets, des bois sacrés communautaires. Même il y a des individus. Donc, de faire une charte locale de gestion et de les aider à faire un plan d'aménagement simplifié et de gestion. Et pour aussi, une partie du bois est désacralisée, où il y a une ressource, un produit forestier non ligneux, et que les femmes peuvent profiter de cette désacralisation pour augmenter les sources de revenus. Et ça permet de protéger aussi le bois. Mais il y a un endroit où il y a ce qu'on appelle le lieu sacrificiel, que personne n'a accès à ce lieu. Donc, ensuite, de cela, il y a un projet qu'on appelle le projet AGREF. Le projet AGREF qui consistait à faire un recensement des bois sacrés et contribuer à leur préservation. Ici, c'est-à-dire que les immatriculer, les borner et les enrichir, mais pas avec des espèces exotiques. Des espèces endogènes qui se trouvent déjà là-bas, on peut les multiplier pour faire l'enrichissement de ces bois sacrés. Donc, même dans nos travaux, dans les perspectives, là, on a proposé cela à ce que ça soit comme ça. C'est un problème de ressources, souvent qui manque et qui freine un peu les actions, quoi. Sinon, qui freine un peu les actions. Sinon, il faut se dire qu'il y a certains bois qui sont carrément menacés de disparition. Et les gens sont très conscients. Et cela est lié forcément à la faiblesse des traditions. Ouais. Parce qu'il y a les nouvelles religions qui arrivent, tout cela a beaucoup joué. L'islam, le christianisme. Donc, la croyance des gens, ceux qui se sont convertis, ne croient plus. L'existence des divinités. Alors que ces objets-là ont été construits depuis des générations, et les peuples actuels continuent de les adorer à la mémoire des ancêtres. La mémoire des ancêtres. Il y a des ancêtres qui se sont combattus pour construire ces espaces d'un point de vue social, mais qui contribuent énormément à la préservation de la diversité biologique du Burkina. Voilà. Donc c'est ça que j'ai voulu dire. Sinon, il y a des actions qui sont en train de mener. Des actions. Même involontaires, il y a des associations qui militent pour tout cela. Ouais. Ça arrive. Attention.
Juste un complément. Au fait, il y a un mois, on était avec l'AFINA voir le directeur régional de l'environnement à Bobo-Dioulasso pour demander un classement d'une zone qu'on appelle le site écologique et culturel de Coro. Ouais. C'est un village où je travaille depuis plus de 20 ans avec les villageois de Coro. On a sorti une plante cosmétique, c'est la Nougessus, chez Christian Dior. Et depuis 20 ans, Christian Dior nous aide. On a fait un jardin botanique, on fait des formations, on a fait des bâtiments, on a invité les gens à des forums. À l'AFINA, on a fait déjà des masters. Il y a des étudiants qui ont fait un master en botanique, en ornithologie, sur les poissons, pour montrer l'intérêt de la diversité biologique de ce site. Et on accumule les recherches. On a des sites sacrés. Les villageois ont donné 20 hectares qui protègent un site sacré. Et on a l'idée, le financement est accepté par LVMH et Christian Dior. Ça va arriver incessamment. Donc le prochain travail de l'AFINA qui a dit qu'il était libre tout à l'heure, c'est d'aller faire le classement en forêt villageoise de ce site écologique et culturel. Il y a des sites sacrés, il y a des animaux, etc. Et il y a une espèce qu'on a identifiée, qui s'appelle Erythrina sigmoides, c'est ça, qui est très rare au Burkina Faso, et elle est dans la forêt sacrée. Et cette année, on a récolté des graines et qu'on a donné à l'AFINA, comme il va essayer de faire des plants. Donc il y a des villageois qui ont envie de protéger leur site, il y a des techniciens qui nous aident, et on trouve des fois des partenaires qui nous aident financièrement. Si je comprends bien, il n'y a pas qu'en France que les retraités vont être surbookés. Et pour ajouter ce que Marc a dit par rapport à l'espèce, Erythrina sigmoides, c'est une espèce qui est très rare au Burkina. L'échantillon même n'existe pas au niveau de l'herbier national. Moi, j'ai vu l'échantillon au Muséum du Champ naturel de Paris lorsqu'on faisait les guides de collecte en 2006. L'échantillon a été récolté par Auguste Chevalier en 1910. 1910, lors de sa deuxième exploration botanique au Burkina. Et effectivement, c'était vers la zone, sur les falaises qui quittent vers Coro jusqu'à Banfora. Je vous dis que nous, on a cherché l'espèce, mais on n'est pas rentré pendant le projet Q, à l'époque, on n'est pas rentré dans la forêt sacrée. On a cherché l'espèce depuis Banfora jusqu'à Pala. On n'a pas trouvé. Et bizarrement, lorsqu'on faisait l'inventaire du site en question à Coro, là, il dit, mais tiens, qu'est-ce que cette espèce fait ici? Que je cherche depuis des années et des années. J'étais tellement content. Et malheureusement, il n'y avait pas assez de semences pour faire la reproduction. Ouais, c'est ça. Sinon, il faut dire que les sites sacrés contribuent énormément à la préservation de la diversité biologique au Burkina. Merci, Lassina. Merci. Eh bien, maintenant, on va passer à l'agroforesterie avec Geneviève Michon. Les pratiques traditionnelles, effectivement, en agroforesterie, un petit peu partout dans le monde. Oui, on va enlever.